Je trouve qu'il est très intéressant de se pencher sur ceux qui sont tombés pour notre libération, plutôt que d'enjoliver toujours les mêmes. Je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de statuts chez nous, évidemment, d'autres qui ont indemnisé les béquets. Alors que les esclaves, oui, ils étaient libres, mais ils n'ont eu aucune indemnité. Donc je ne citerai pas ce nom, voilà. En tout cas, pourquoi je travaille sur ce sujet-là, c'est que je me suis dit au départ, si je me pose ces questions-là, comment se fait-il, disons, que dans les anti-anglophones, les Jamaïcains, les Dominicains aient énormément de sources, nous on est quand même à côté, comment se fait-il que nous n'ayons pas de sources? Donc j'ai commencé au départ par chercher des insurrections, des rébellions. Et effectivement, dans certaines archives, on trouve énormément de sources. Donc ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une Maronne, des descendants de Marrons du Suriname, de Jamaïque, également des États-Unis, qui m'ont mis dans leur groupe de marrons et qui m'ont plus amplement expliqué pour eux qu'est-ce qu'étaient les marrons. Alors c'est pour ça que j'ai fait, je peux me déplacer un petit peu pour vous montrer, mais vous pourrez aussi aller voir par vous-même. Cette conférence, elle est en 3 volets en fait. Le premier volet, c'est d'expliquer que sur ce continent qu'on connaît, les Amériques et donc la Caraïbe qui est là, il y a eu une première vague de migration d'Africains avant l'esclavage. Donc dans les années 1100, 1200, il y a eu des Africains qui ont peuplé les Amériques par voie de navigation et qui ont formé des peuples qu'on connaît. Donc c'est voilà, ils sont arrivés par le Mexique, cette civilisation noire qui vient de l'Afrique de l'Ouest, et donc on a appelé la civilisation Olmec. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas encore vraiment dans le vif du sujet. Voilà, donc ça c'est cette première partie. On sait qu'il y a des peuples autochtones, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis des centaines et des centaines d'années dans nos sols. Il y a les Indiens d'Amérique du Nord qu'on connaît bien. Voilà, les Cherokees, les Sioux, même si on les connaît pas bien, à travers les films de cow-boys, on les connaît. Il y a maintenant les Indiens ça va nous parler un petit peu plus, de parler des Arawaks, des Kalina, des Kalinago, des Taïnos, vraiment propres à notre hémisphère, on va dire, pas hémisphère, mais à notre archipel caraïbéen. Il y a les Indiens du Sud, évidemment, qui sont, le Brésil, il y a eu des Indiens, en Bolivie, au Chili, tout ce continent était donc peuplé de populations autochtones. Et ce qui est important de souligner, c'est que eux aussi, en fait, ils sont des marrons. Dans le monde anglophone que je côtoie assez régulièrement, ce ne sont pas que les Africains qui ont été déportés, arrachés de leurs terres, qui marronnent, qui sont des marrons, mais ceux aussi qui se font spolier leurs terres, puisqu'au départ, ils sont quand même chez eux, et on veut les mettre en esclavage, on va les tuer, on va signer des traités pour leur dire, bon, bah, toi tu prends le nord, toi tu gardes le sud, moi je garde le sud, alors que, bon, ils étaient quand même du nord au sud, chez eux. Donc eux aussi, faut les considérer, ces populations autochtones, comme des marrons. Voilà. La deuxième phase de mon exposé, c'est de mettre les nègres marrons célèbres en lumière. Puisqu'il y a une deuxième vague d'arrivée des Africains sur ce continent qu'on appelle l'hémisphère ouest, donc les Amériques, qui sont maintenant arrivés par la colonisation, par les bateaux négriers. Et là, eux vont marronner et vont donc refuser, ça il faut vraiment être très clair, refuser ce terrorisme international, refuser d'être des sous-hommes et se battre pour leur liberté, quel qu'en soit le prix. Donc il y a la célèbre Nani. Ce qui est bien, disons qu'en faisant des posters, c'est que vous pourrez retrouver sur Internet des livres, parce que ce sont des pistes de recherche, vous pourrez vraiment retrouver des sources
Si vous êtes intéressé par le sujet, ben vous pourrez vous faire aussi vos données. Donc Nani, qui est très connue en Jamaïque, elle est aujourd'hui sur le dollar américain, jamaïcain, puisqu'elle a, avec ses frères, fait 2 villages marrons. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont encore visités aujourd'hui, peut-être d'une manière touristique, mais ces lieux de lutte, ils sont visités en Jamaïque, les gens viennent du monde entier pour voir où vivaient les marrons, qu'est-ce qu'il en ressort pour le pays, voilà. Donc elle est très importante. On connaît les marrons de Guadeloupe, avec Solitude. Il y a plusieurs versions également de Solitude. Il y a la version où elle rejoint les troupes de Delgrès, et j'ai une autre version où elle aurait eu des enfants avec un béquet de Martinique. Elle aurait été vendue, voilà, puisque en 1794, la Guadeloupe va avoir moins de 10 ans d'indépendance. Et elle va être vendue, ça c'est une autre version que j'ai trouvée, vendue en Martinique, placée dans un couvent, mariée avec mariée avec Monsieur de la Tour, Sainte Marie de la Tour, qui aurait donné le nom Marie-Sainte, une des plus grandes familles de la Martinique. Si vous êtes intéressé, je vais vous donner le lien. Et j'ai un ami qui me dit qu'il est descendant donc de cette famille Marie-Sainte. Il y a toute la généalogie de Solitude. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la Solitude qu'on connaît voilà. Les sources, en fait, elles sont multiples, mais parfois, elles sont... c'est tellement lointain qu'y croire, quoi. Voilà. Mais il y a quand même des sources. Il y a également donc les marrons célèbres, Sojourner Truth, qu'on a vu dans le documentaire. Harriet Tubman, ils ont fait un film qui s'appelle Harriet Tubman. Également Abdaraya Toya, marronne haïtienne, kidnappée au Dahomey, vendue sur 3 plantations. C'est elle qui a formé Dessalines aux arts de la guerre, puisque les femmes du Dahomey étaient des Amazones, enfin certaines. Et donc le but des Amazones, c'était de défendre le royaume. Et donc il fallait qu'elles passent par savoir se battre, maîtriser le couteau, maîtriser la lutte au corps à corps. Et la lutte est aussi une des pratiques sportives de tous les pays, mais aussi africaines. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie, les nègres marrons célèbres. J'ai beaucoup de détails dans les documents que j'ai, mais là, j'ai pas tout en tête. Et la troisième partie, non moins intéressante, désolée, je passe par là. C'est les sociétés marronnes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 pays, en tout cas qu'on a recensés, où dans un univers créole ou dans un univers afro-américain, il y a des sociétés qui vivent encore d'une manière africaine, avec des traditions africaines. C'est l'exemple des... je ne sais pas si vous avez entendu parler des Goulis, G-U-2-L-2-E. Ce sont des Afro-Américains qui sont, je pense qu'ils sont vers la Floride, mais ça, je n'ai pas vraiment l'info. Ils parlent le Kikongo. Ils ont une chaîne télé avec toutes des recettes ou des traditions africaines, Congo. Et c'est quand même très intéressant de voir que ces sociétés, même si tous les jours, elles vont travailler, elles ont leur voiture, etc., à certains moments de l'année, à certaines périodes, leur cérémonie, c'est pour leurs ancêtres. C'est pour dire, nous nous retrouvons sur ce territoire, on va dire hémisphère ouest américain, de force. Donc, nous devons aussi penser à nos ancêtres. Donc, c'est le cas des Goulis, c'est le cas des Séminoles. Donc, ce monsieur, je lui parle de temps en temps, il est là. Il s'appelle Phil Fixico, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il est afro-indien. Il fait partie des Séminoles, et quand vous regardez les Séminoles sur Internet, pour eux, c'est indissociable. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont indiens, puisqu'ils ils ont fait des alliances avec des Cherokees, des Sioux, etc. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont purement africains, mais l'alliance des deux, ça donne des Séminoles. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les invaincus.
Donc ils ont des fêtes, peut-être qu'on ne les comprend pas, hein. Ils ont la fête du manioc, ils ont la fête du maïs, pour dire que c'est grâce à ça qu'ils ont pu tenir face à l'oppresseur. Alors voilà, il y en a 10 hein, comme ça, hein. Le Suriname, donc c'est pareil, ils ont leur langue, pourtant le Suriname et la Guyane qui sont voisins ont été colonisés aussi par la France, la Guyane. Il y a pourtant les Bushinengue qui ont leur propre langue. Alors il y a la langue, on va dire, créole guyanaise, mais il y a en Guyane également ce qu'on appelle les Bushinengue. Donc eux, ils sont très clairs sur la définition des Bushinengue, qui sont des Indiens de forêt qui sont là depuis toujours, des autochtones, et également des Africains qui sont arrivés de force, qui n'ont pas choisi leur destination, qui sont arrivés par l'esclavage et par les luttes ou les alliances de ces deux peuples. Ça a donné donc les Bushinengue. Et ils ont leur propre langue, leur totem, leur dieu, etc., qui n'a rien à voir avec ce que obligeait le Code noir, dans certains, enfin en tout cas dans les colonies françaises, où le Code noir, le premier article, vous êtes le bien meuble, et le deuxième article, vous prenez la religion de votre maître, et puis vous oubliez tout le reste, vous devenez amnésique, voilà. Donc ça, eux, dans un univers quand même créole, ils ont ils gardent ces valeurs-là ancestrales. C'est le cas aussi, donc ce qu'on appelle les Americans qui sont à Trinidad. Eux aussi sont intéressants, ils sont d'abord des Afro-Américains aux États-Unis, plutôt du Nigeria, mais ils ne savent pas trop en fait, mais plutôt ils pensent du Nigeria. Et ils arrivent à une certaine indépendance, une certaine liberté, donc ils deviennent des Afro-Américains libres pendant l'esclavage. Les Anglais vont les utiliser pour faire des guerres contre les autres envahisseurs qui vont devenir les futurs Américains, je dirais Américains, excusez-moi du terme, Américains blancs, pardon monsieur, mais les Américains, c'était les Indiens. Hein. Donc ils vont se servir des Américains, enfin de ceux qui vont devenir des Américains, pour leur dire, si vous faites les guerres avec nous, les Anglais, nous, on pourra vous rapatrier, puisque leur but, c'était de quitter les États-Unis. Donc, on pourra vous rapatrier. Il y en a qui ont demandé à être rapatriés au Canada, d'autres au Nigeria, d'autres à Trinidad. Et ça restait quand même des plantations. Ils n'étaient pas vraiment... Enfin, les Americans, ce qui est particulier, ils font les guerres, ils se font rapatrier, par exemple, à Trinidad. Ils créent 6 villages, les Anglais leur créent 6 villages pour qu'ils puissent vivre avec leur famille, avec leur tradition africaine. Par contre, ils ont un devoir ils ont un rendement. Ils ne sont pas enchaînés, ils ne sont pas esclaves, mais ils doivent quand même rendre des comptes aux Britanniques, c'est-à-dire que Trinidad devient une colonie britannique, et les Américains, en contrepartie, ils doivent travailler 20 ans, donc c'est en 1812 qu'on les a rapatriés, 1816, ils doivent travailler pendant 20 ans, et après, ils auront des titres de propriété. Et ces sociétés-là, jusqu'à aujourd'hui, donc Aquila, qui est une descendante d'Américaines, existe encore, enfin est vivante quoi, existe encore, est vivante, et elle aujourd'hui, elle travaille dans l'écologie, dans le réchauffement climatique, et conseille aux gens de beaucoup boiser et de planter sur les territoires des Caraïbes, puisque notre gros souci, c'est aussi le réchauffement climatique et puis tout ce qui est feu de forêt. Donc voilà. Il y a également Gloria Sims. Donc elle est descendante de Nani. Elle est descendante de Nani en Jamaïque. Donc Nani qui a obtenu ses terres en 1740, alors que la Jamaïque a été indépendante en 1834. Donc 100 ans quand même avant l'abolition de l'esclavage. Et Gloria, elle vit toujours dans ce village marron en Jamaïque. Elle est régulièrement consultée. Ça devient un peu... alors, c'est pas un phénomène de mode, hein, mais elle doit vraiment tenir la tradition africaine. Eux, en Jamaïque, bon, je ne sais pas pour elle, mais les anciens parlent encore une langue du Ghana qui est le Chromanti. Et ça se perd. C'est-à-dire que, bon, les Jamaïcains aujourd'hui, ils parlent anglais ou ils parlent créole jamaïcain. Mais eux parlent encore le Chromanti. Eux parlent encore le Taki-Taki. Il y a vraiment des langues, les Garifuna, pareil, ils parlent encore. Garifuna, c'est une langue un peu arawak et anglais. Ce n'est pas... voilà.
Donc les sociétés marronnes, voilà, existent encore. Voilà, donc moi je travaille à partir de documents, hein, je n'invente pas, je ne fabule pas, et j'essaie de redonner, plutôt que de travailler toujours sur le côté victimisation, je travaille aussi pour la jeunesse, pour qu'ils aient leur héros, savoir qu'il y a des gens qui ont, oui, qui ont fui, qui ont tué, mais l'esclavage était quelque chose de cruel, et donc il fallait survivre. Et ils gardent cette racine, il faut garder cette racine. Donc de mes recherches sont nés des jeux, parce qu'il fallait un petit peu faire des produits dérivés. Au départ, j'avais fait un petit livret avec une amie, on travaillait beaucoup sur ce thème marronnage. On avait fait un petit livret de 20 pages. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc ce livret, qui avait les mêmes données que dans les jeux, ne se vendait pas. Donc on a décidé de faire un jeu qui est Histoire des marrons. Il y a 2 épisodes et on espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a tellement de marrons ou de peuples marrons. Donc il y a 2 épisodes des marrons en tant que peuple ou en tant que personnage pour parfaire nos connaissances. Et on a également élaboré 2 épisodes de Rimed Rasier. Bon, vous connaissez tous le terme, c'est les plantes médicinales tropicales. Pour que les gens puissent s'approprier leur histoire, être fiers de cette histoire, et puis la diffuser le plus largement possible, en fait. Puisqu'évidemment, ce n'est pas dans le livre d'histoire de nos enfants. Donc notre but, nous, c'est de l'enrichir, et de l'enrichir d'une belle manière, en fait. D'une noble manière, je dirais. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien écoutez, je vous écoute. Voilà. Oui, monsieur. Oui. D'abord, pour vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ouvert les yeux, les oreilles, les têtes, les esprits, merci. Les cœurs aussi. Oui. Et comme disait Marie-Françoise, c'est vrai que nous avons entendu parler du marronnage, mais on ne soupçonnait pas l'ampleur du mouvement. Ah oui, oui. D'une part, et d'autre part, l'engagement des femmes dans ce mouvement. Oui. Extraordinaire. Et la prise de conscience renouvelée qu'effectivement, c'est par la culture que les peuples ont fini par vaincre des causes qui semblaient inespérées face à la puissance des armes, la violence des envahisseurs. Oui, oui, tout à fait. Etc. Oui. Et puis aussi, en nous replaçant dans notre contexte actuel, la France d'aujourd'hui, c'est aussi une reprise de conscience que nous devons continuer ce combat-là face à tous ceux qui prônent l'assimilation. Exactement. Parce que vous voyez, enfin allez-y, parce que moi quand je parle, je ne m'arrête plus, voilà. Mais allez-y. Pour affirmer que la France est diverse, plurielle, multiculturelle, et que notre combat commun en tant que citoyens français est pour l'unité de notre pays, de notre patrie, c'est d'œuvrer, c'est de lutter pour l'échange, l'interconnaissance, la communication, autrement dit l'interculturalité, pour que cette France, dans ses tonalités, dans sa richesse culturelle, soit reconnue et que nous soyons fiers de la construire. Bien sûr. Merci en tout cas pour... Oui. Et vous voyez, le constat qu'on fait, c'est que c'est très bien de parler des choses du passé, de les commémorer le 10 mai, parce que voilà, c'est la loi Taubira, etc. Mais le constat qu'on fait en général, et qui est là, c'est une réalité, c'est que Gloria, qui vit en Jamaïque, enfin les Jamaïcains, ils vont en parler, ils vont faire des festivals, ils vont devoir se mobiliser pour parler de leurs marrons, pour parler de leurs héros. Par contre, ce n'est pas dans les livres d'histoire. C'est ça. Eux, dans leurs livres d'histoire, comme nous, en Martinique, Guadeloupe, eux apprennent l'histoire des rois anglais. Nous, on apprend l'histoire des rois de France. Au Suriname, ils vont apprendre l'histoire des rois hollandais. À Trinidad, ils vont apprendre l'histoire du Portugal, des Espagnols et des Français.
Donc au bout d'un moment, on se dit, mais on a fait ce constat de dire, mais quand même, on nous dit oui, égalité, fraternité, on nous parle effectivement de multiculturel, on nous parle, nous sommes français, j'ai une carte d'identité française, mais à quel moment je m'identifie, c'est-à-dire ma mère, elle a dû apprendre les ancêtres les Gaulois sur sa copie. Donc si aujourd'hui on veut donner les chances à chacun de s'identifier, d'être fier de sa culture, il faut aussi donner les billes, permettre aux personnes de se cultiver et puis leur donner les bonnes sources pour qu'elles puissent aussi développer, voilà. Et ça intéresse autant des profs d'histoire, mais c'est incroyable, ça intéresse autant des profs d'histoire français d'avoir ce genre de données, parce qu'au moins ils peuvent faire la balance. Et quand je rencontre des personnes qui sont dans l'éducation nationale, ils me disent « Ah, mais tout ça, on ne savait pas. » L'année dernière, le petit film a été diffusé dans un théâtre dans le 12e à Paris. Les gens étaient étonnés. On dit « Oui, mais si on ne cherche pas, on gratte pas un peu, ben on trouve pas. Par contre, on va toujours trouver la statue de Schellcher, on va toujours trouver, voilà, Napoléon, enfin, voilà, nous, des choses qui nous choquent un peu, puisque... Grâce à Schellcher, comme je disais tout à l'heure, les béquets ont été indemnisés, les esclaves, ils ont eu 0. Donc c'est une injustice totale. Et on ne peut pas donner ce genre de données à des enfants et leur dire, bah, c'est ça qu'il faut apprendre, et bah, toi tu n'as rien, tu n'as pas de source, tu n'as pas de héros, ce n'est pas possible. C'est ça aussi, l'estime de soi. C'est-à-dire pour pouvoir être bien dans une société, il faut aussi que je sois fière de moi-même. Et si je suis fière de moi-même, c'est que j'ai des antécédents, j'ai des ancêtres dont je suis fière. Si on me cache toujours cette histoire, non, je deviens le ghetto. Et ça, c'est pas non plus une solution. Le deuxième constat qu'on a fait, donc il est éducatif, il n'y a pas ces données-là dans les livres d'histoire. Comme je vous disais, en Jamaïque, on apprend l'histoire des rois anglais, etc. Aussi le problème d'environnement. Je rencontre des gens aujourd'hui qui parlent de chlordécone. Vu que vous avez été colonisé, esclavagisé, vous ne décidez pas de ce que vous mettez dans votre sol. Vous ne décidez pas des matières premières que vous devez vendre. On décide pour vous. Et quand il y a des conséquences sur votre santé, ce n'est pas la faute, on ne sait pas, non, peut-être que c'est... Donc il y a vraiment des problèmes environnementaux. Nous tous qui travaillons sur ce sujet de manière assez profonde, on se rend compte que, bah, voilà, en Jamaïque, les terres sont vendues aux Chinois, comme ça ils prélèvent le bauxite qui permet de faire de l'aluminium. Et donc les populations rurales qui elles, travaillaient leurs terres et avaient l'habitude de travailler dans des villages, si la terre n'est plus productive, il n'y a pas de raison de rester. C'est-à-dire, on passe d'un monde rural à un monde urbain qu'on ne connaît moins, et tout ça, ça change la donne. C'est pareil, alors là, je ne vous apprends rien, Suriname, Guyane, Brésil, pour l'or. On met du mercure dans les nappes phréatiques, etc., pour faire remonter l'or, mais on sait très bien que c'est très nocif pour la santé des gens. Donc les gens ne peuvent plus se baigner dans les rivières, ne peuvent plus consommer ce poisson. Donc tout ça, ça fait des problèmes environnementaux, et on se dit, mais mince, on a tous été colonisés par des Occidentaux, et aujourd'hui, on ne décide plus de ce qui se passe chez nous, en fait. Donc ça va au-delà. Après, moi, j'ai pas les solutions, je ne fais pas de politique, c'est aux politiques de prendre les choses en main. Mais aujourd'hui, on voit, par exemple, j'ai connu Jacqueline comme ça. Hein, Jacqueline, on s'est connus par rapport au fait que tu travailles sur zéro chlordécone. Et voilà. Et donc, tout ça, ça engendre des problèmes. Donc, nous, on prend les choses un petit peu à bras-le-corps en disant... moi, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je les mettrai en lumière, et puis ceux qui ont envie d'écouter, et puis peut-être de développer de leur côté le fassent, et puis les autres, bah, ils se boucheront les oreilles. Mais je ne pourrais pas parler d'autre chose que de... Voilà, puisque si on a aboli l'esclavage, et en plus si on vous a donné la citoyenneté française, c'est que pour que vous ayez les mêmes droits. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes droits, bah, vous n'allez pas dire que vous avez les mêmes droits. Je veux dire, au niveau scolaire, au niveau... Ben non, ça marche pas.
Mais les choses se font petit à petit. Oui. Je prends en disant que c'est pourquoi en ce moment, dans les îles, la Guadeloupe, la Martinique, ils sont dans la révolte. Ah oui. Parce que ces jeunes à présent qui aujourd'hui voient leurs parents, leurs grands-parents, les tontons, la famille qui est en train de décimer par rapport à la chlordécone, Ah oui. eh ben, ces jeunes-là sont révoltés. Et parce qu'ils ne s'identifient pas à ceux dont on leur met devant. Quand tu parles de Shelcher, tu parles de Joséphine, tu parles de Tout à ces fait. statuts qu'ils ont déboulonnés, Oui. c'est parce que aujourd'hui, il faut les expliquer. Tout le monde n'est pas pour le déboulonnement, mais ce serait là. Et il y a une explication. Mais il n'y a pas d'explication. Mais quand il n'y a pas d'explication, on détruit. Oui, et puis on détruit parce qu'on ne se sent pas représenté. On se sent pas représenté. À ce moment-là, mettez une statue de Shelcher ou de Joséphine ou de Napoléon, mais n'oubliez pas de mettre celle de Solitude, de Fabulé, de Pilote, qui ont quand même été chez eux. Et c'est ça, quand il n'y a pas d'équilibre, ben ça crée des tensions en fait. Donc voilà, oui. Alors, moi, je vous dis Oui, 3 fois bravo merci madame. d'avoir déjà eu cette fibre, cette sensation de rechercher, de comprendre et de communiquer. Oui, Parce que le gros souci du continent, de tout le continent africain, c'est que notre propre histoire, nous ne la connaissons pas. Parce que la colonisation, bien sûr, on est obligé de parler de la colonisation. Parce qu'on nous a conditionnés à tel point qu'on se déteste soi-même. Notre culture, tout ça, on a honte de notre culture. Heureusement que maintenant, il y a une génération qui commence à se réveiller et à comprendre ce qui s'est passé. Mais tout ce que moi je souhaiterais, c'est que l'animosité naturelle que je comprends, qui existe entre beaucoup de pays africains et nos frères et sœurs qui ont été déportés partout dans le monde, oui. je le comprends, mais il va falloir qu'on dépasse ça. Ah oui. Et qu'on se réconcilie d'abord entre nous noirs, Ah oui. d'où qu'on vienne, pour arriver enfin à se prendre en charge, parce que l'Afrique n'est quand même pas si pauvre qu'ils veulent nous le faire croire. C'est parce qu'on nous a tellement exploités qu'on s'est laissé faire et on n'avait pas la possibilité de réagir à l'époque. Maintenant qu'ils nous ont appris leur langue, on a appris à réfléchir aussi, à communiquer avec ce français-là. On veut bien l'égalité, fraternité, justice, mais c'est qu'on ne le vit pas. C'est ça. Il y a trop de cloisonnement, de privilégiés, les laissés pour compte. Et ce qui me révolte, moi, c'est tant si j'ai appris que les lois d'Afrique, je ne sais pas si ça se passe aussi dans les îles, on leur fait miroiter un avenir meilleur et on les envoie à Dubaï, en Libye. Ah, j'entendais au ça. Qatar, Ouais. et ils deviennent les pires esclaves qui existent au XXIe siècle. Donc ça, les chefs d'État ne réagissent pas. Il y a quelques Africains qui arrivent à s'échapper, mais au lieu de se mettre ensemble pour dénoncer ces choses-là, elles le disent individuellement. Et moi, j'ai été vraiment choquée ces temps-ci de voir sur les réseaux sociaux une Camerounaise qui a pu s'échapper, mais elle a raconté des horreurs. Et il est temps que tout ce qu'on nous cache par rapport aux îles, il faut que des personnes comme vous en parlent, qu'on puisse écouter et essayer de se donner la main pour oublier ce passé douloureux. Oui, oui. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai remarqué, et c'est dommage, que nos frères et nos sœurs des îles ne nous aiment pas. C'est dommage. Nous, on n'y est pour rien. C'est vrai qu'on porte le poids de l'histoire. Je ne dirais pas ça, parce que moi, je connais quand même beaucoup de... J'ai beaucoup d'amis africains. Peut-être c'est une génération qui fait ça. Hein. Pour
se pardonner d'abord, oublier ça et nous reconstruire ensemble. Alors, voyez quelque chose. Vas-y, ce que tu me disais. Je suis sûre que tu. Vas-y. Je vais juste rebondir. J'en suis sûre. En fait, effectivement, hein, pour certains, il y a une forme d'animosité de part et d'autre, hein, de toutes les manières, parce que souvent on entend les Africains qui disent de toute façon, vous êtes des assimilés, vous avez des etc. L'Antillais va se dire, l'Africain, toi tu m'as vendu. Bon. Voilà. C'est ça. C'est qu'on dit que l'Africain nous a vendus. C'est ça le problème. Mais vraiment, je suis très, très, très contente qu'aujourd'hui on ait pu avoir quelques personnes africaines dans la salle. Parce que, j'en suis même la gorge nouée, parce que c'est vraiment notre histoire. C'est notre histoire, c'est la vôtre, c'est la nôtre. C'est pas que la nôtre en tant que victime, mais c'est aussi la vôtre, parce que vos frères ont été arrachés vraiment de la terre-mère pour être déportés chez nous. Donc aujourd'hui, vous parliez il faut se comprendre, je crois qu'on est arrivé à quelque chose, c'est que de sensibiliser quelques personnes déjà, c'est beaucoup, parce que j'espère et je suppose que vous allez aussi en parler autour de vous. Et c'est ce que j'aimerais faire le plus souvent, en tout cas à Africa 50, c'est vraiment essayer de ramener les choses à l'essentiel et de pouvoir justement faire la passerelle entre les Caraïbes et l'Afrique. Moi j'ai un grand rêve, je ne sais pas s'il sera réalisable un jour, mais je l'espère. Je lance une petite bouée à la mer à monsieur Amani. Moi j'ai un grand rêve, c'est qu'on puisse ensemble partir à la Martinique, voir tous les vestiges aux Antilles, voir les vestiges, parce que nous avons par exemple à Sainte-Marie, la commune de Sainte-Marie, sur l'habitation Saint-Jacques, un cimetière d'esclaves, donc, où 80 corps, donc des ossements ont été trouvés. Donc j'aimerais pouvoir vous emmener là-bas, puis après peut-être aller Dahomey ou Bimbia par exemple. Et je pense que celle-là, on ferme la boucle et on est vraiment ensemble. Voilà. En plus, au Bénin actuel, il y a la route des esclaves. C'est vraiment un mémorial qui mérite d'être visité. Vous allez venir au Bénin. Moi, je vous inviterai. Ah on va organiser ça. Je voudrais dire une intervention sur 3 points. Premier point déjà, question El Kiti. Création et Kilti. Oui. Création, ça veut dire création. Oui, c'est en créole. Et culture. Voilà. Création et culture. Exactement. Ça veut dire création. C'est le nom en anglais. Hein. Donc, non, création et Kilti, c'est création et culture. Voilà, voilà. Parce que je fais aussi beaucoup d'artisanat et tous les articles que vous voyez, c'est des faits main. D'accord. Je ne passe pas par des maquettistes ou on fait tout à la main. Les cartes postales, je les fais. Les mugs, j'imprime sur mug. Le design des jeux de cartes, je le fais. On tient vraiment à. Donc c'est de la création et de la culture. Alors, voilà. C'est la première question que je vais poser. J'ai une réponse. La deuxième, c'est tout à l'heure vous avez dit que aux Amériques, il y avait des Noirs qui étaient arrivés avant l'esclavage. Voilà. Oui. Au XIIe siècle. C'est la première fois que je oui. ça. Effectivement. Et qui expliquerait peut-être les Afro-Indiens, etc., certaines choses. Oui, ce sont des populations. Un peu plus. Quand vous regardez, c'est pareil, on nous dit pas les choses, donc on peut pas les deviner. Vous regardez juste les populations Olmec, la civilisation Olmec, et vous verrez que depuis, alors ils donnent des noms d'empereurs du Mali, Bakary II, etc., qui ont navigué dans les Caraïbes et inversement pour créer des routes commerciales. Donc quand on nous dit que l'Africain n'a pas de civilisation ou autre, c'est totalement faux. Puisque la navigation existait déjà entre les terres africaines, les pays africains et les Caraïbes. Enfin, les Caraïbes, plus largement les Amériques, qui sont arrivés par le Mexique. C'est quelque chose que je découvre. Voilà. Et comment l'Africain peut. Voilà. On les a pris alors qu'il y avait une volonté de découvrir le monde. Oui. Quitter l'Afrique pour découvrir le monde. Voilà. Et les populations indiennes, excusez-moi, ne sont pas des populations blanches. Les populations indiennes sont des populations noires. Donc, c'était juste une extension d'une autre civilisation qui sont. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non, allez-y. Après, c'est vrai, j'aimerais réagir aussi. C'est sûr que ce que vous dites, hein, je pense que à Africa 50, on a cette volonté aussi de ne pas agresser
les Occidentaux par rapport à cette question. Bien sûr. Parce que quand on parle de ça, ils se sentent tout de suite coupables, mais en réalité, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils sont pour rien. Et ce que je reproche à cette France, c'est de refuser de voir cette vérité en face. Voilà. Elle peut être certes brutale, mais ça nous permettrait à tous et à toutes de comprendre et de repartir sur des bonnes bases. Exactement. Tant qu'on n'a pas dit la vérité, on vit sur des fantasmes. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui s'imaginent des choses, Exactement. alors que c'est beaucoup plus complexe. Exactement. Et je terminerai en disant qu'en vous écoutant, on a l'impression que les Britanniques, les Anglo-Saxons sont plus à l'aise avec cette question. Ah bah oui. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils se posent. Bah pas déjà, la c'est question. eux qui ont interdit, qui ont fait interdire que, bon, bah, vous me direz, je les mets un peu dans le même sac, mais bon, qui ont fait interdire quand ils ont vu les conditions. Parce que qui tenait la mer, qui tient la mer? C'est les Portugais, les Espagnols, qui ont les caravelles, qui partent en Afrique, qui mettent sur les bateaux négriers, qui revendent dans les ports d'Europe. Donc le Français, quand il voit ça, enfin, il voit pas ce qui se passe. On voit pas, on voit un esclave arriver, on l'arrange, on lui donne à manger, ça fait 3 mois qu'il n'a pas mangé, enfin, vraiment. Donc, on l'arrange un peu pour qu'il soit présentable, voilà. Mais c'est les Britanniques qui ont fait que non, à partir d'une certaine date, on n'a plus le droit d'aller chercher des esclaves en Afrique. Par contre, il y a des pays qui vont être, comment dire, hors la loi et qui vont continuer à aller chercher des esclaves en Afrique. Et voilà, il y a des choses quand même très précises. Et c'est pareil, pardon monsieur, il y a les quilombos là, au Brésil, ils ont tenu une centaine d'années. Donc les Noirs, enfin les Africains, ils ont tenu une centaine d'années à faire des refuges. Il y a aussi beaucoup de soldats portugais qui se sont barrés et qui se sont réfugiés auprès des nègres marrons. N'en pouvant plus d'un système esclavagiste portugais. Ce sont quand même des humains. Ils ont fui le système esclavagiste et on retrouve, alors on les appelle pas les nègres marrons puisqu'ils sont du côté, on va dire, de l'oppresseur. Mais ils fuient cette oppression, ils n'en peuvent plus, ils font des dépressions. Merci beaucoup. Donc il y a ça. Cette découverte, hein, et puis cette soirée qui nous permet de... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Oui, déjà, moi, je voulais vous remercier parce que c'est moi. C'est vrai que d'avoir montré l'ensemble des territoires là où ces situations de marronnage ont eu lieu, on n'a pas forcément toujours ça en tête. On localise parfois dans quelques endroits à droite à gauche et en fait on se rend compte que partout où il y a eu ces situations d'injustice, eh ben, il y a eu des gens qui se sont dressés, qui se sont rebellés pour une valeur noble, pour la liberté, pour ce qu'on défend dans effectivement ce qui est présenté, liberté, égalité, fraternité. On se rend compte à quel point ce mouvement a été important et on se rend compte à quel point c'est, me semble-t-il, une erreur de ne pas en parler dans les livres d'histoire parce que ça fait partie des valeurs que l'on défend. Donc c'est une époque, effectivement, différents gouvernements coloniaux, esclavagistes ont eu ces comportements. Depuis, les sociétés ont évolué et se sont rendus compte que, oui, c'était pas la chose à faire. Donc ça c'est un point super important et ça devrait être intégré effectivement comme une valeur dans nos livres d'histoire à partager. C'est quelque chose qu'on a tous en commun malgré la diversité de la société française. Voyez, ça peut nous rassembler, ça c'est super important. Voilà, et ça rassemble. Aussi super important sur lequel a réagi Christophe, on présente souvent les Noirs d'Amérique latine surtout comme étant des descendants d'esclaves. Mais non. Il y a Aboubakari qui effectivement est parti du royaume mandingue depuis à peu près Dakar en allant jusqu'au Cap-Vert et on se rend compte que là il y a le Gulf Stream qui ramène directement au Mexique. Donc le voyage retour d'après les traditionalistes mandingues n'a pas été fait. Aboubakari II fait partie des rois maudits parce qu'il est parti à la tête de 2000 hommes sur de 200 pirogues semble-t-il. Chargé d'or, etc., mais il n'a pas rapporté des richesses au pays. Donc il fait partie des rois maudits, on en parle peu, mais on le connaît, on sait qu'il existe, etc. Après, par contre, le point où je suis un peu plus réticent, c'est sur les Olmecs. Il y a 40 ans en arrière, c'est vrai que même dans les années 70, on disait les Olmecs sont descendants, sont une civilisation venue d'Afrique. Bon, depuis, ça a été largement travaillé. Et effectivement, on met souvent en exemple les statues qu'on voit. On voit à quel point les traits des statues Olmec ressemblent aux Africains. Mais en fait, quand on met un Mexicain de certaines régions à côté de ces statues-là, on se rend compte que ce sont des Mexicains, quoi. Mais ça n'empêche pas que véritablement, les Africains ne sont pas arrivés en esclaves, mais bel et bien en explorateurs, quoi.
Et ça change tout. Et d'autant plus. Et ça change la vision du monde, vous voyez, ça change notre vision, ça nous rassemble en fait. En dehors de cet aspect-là des Olmecs, ça a été écrit par Pathé Diagne. Bon, oui, Pathé Diagne, on j'ai n'avait pas beaucoup les lu. mêmes outils que maintenant. Oui. Donc sur cet aspect, les statuts, tout ça, il semblerait quand même qu'il a fait des erreurs, mais par contre, parmi les sépultures, notamment de chamans, on va dire, donc de religieux, des rares restes qui ont pu être analysés, anciens, qui ont pu être analysés par l'ADN, on a retrouvé des traces, effectivement, en partie africaines. Donc oui, il y a eu des Africains qui y sont allés, c'est confirmé par la tradition orale et par la génétique, mais et aussi, et donc c'est tout à fait possible par le Gulf Stream, pas chaque année, mais régulièrement, il y a des pêcheurs sénégalais, leur moteur tombe en panne, et ils se retrouvent effectivement au Mexique, ou non loin, quoi. Donc c'est tout à fait possible. La difficulté qu'il y a, c'est qu'en Amérique latine, c'est très humide, les traces archéologiques se conservent mal, et malheureusement, on n'arrive pas à mesurer l'ampleur. On a juste le témoignage de certaines écoles hériothiques qui disent à peu près 2000 hommes seraient partis, quoi. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, si on a envie de comprendre, de chercher, on y parvient, on y parvient quand même. Ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir leurs oreilles, de pas envie d'ouvrir leur esprit, ben, on les laisse. Exactement. Mais voilà. Exactement. Oui, allez-y, monsieur. Oui, j'ai le micro, merci. Juste pour ajouter à ce que disait Jacqueline, les victimes, ce n'est pas seulement ceux qui ont été arrachés à la terre africaine et transportés vers les Amériques et la Caraïbe. C'est les Africains dans leur ensemble. Ben oui. Parce que les marrons ont commencé là-bas. On oublie souvent que les Africains n'étaient pas candidats à l'esclavage. Oui. Et qu'il y a eu des résistances sur le continent africain, aussi bien vis-à-vis des esclavagistes européens que vis-à-vis des esclavagistes arabes donc par la côte orientale. Et ça a entraîné des mouvements importants de population internes à l'Afrique pour fuir les combats, les razzias des esclavagistes, etc. Et c'est ce qui a expliqué aussi l'implantation de la colonisation après, parce que les sociétés africaines étaient très déstructurées par ces années, ces siècles d'esclavage. Et donc, c'est pour dire que nous sommes tous concernés. Oui, oui, oui. Moi, j'ai trouvé beaucoup de sources. Au-delà des Africains qui sont partis, qui sont restés, nous sommes tous concernés, Africains, Européens, Américains, c'est quand même les trois principaux continents qui sont concernés par ce phénomène. Et puis l'humain, vous voyez, moi je fais un constat aussi de me dire qu'à force de chercher sur les marrons, que ce soit on prend n'importe quelle île de la Caraïbe, bon, par exemple la mienne, la Martinique, il va y avoir quelqu'un qui arrive du Bénin, avec la culture béninoise, arraché à l'Afrique. Il va y avoir un mandingue, il va y avoir un Ibo, il va y avoir, je ne sais pas, ils oublient à un moment qu'ils sont Ibo, qu'ils sont mandingues, ils sont des abolitionnistes. Ils sont des hommes. C'est-à-dire, je me dis, mais pour pouvoir tenir dans un camp marron une cinquantaine d'années, une centaine d'années, et ne pas imposer à l'autre, moi je suis Ibo, je vis comme ça, moi je suis mandingue, je vis comme ça, non. Là maintenant on défend les droits de l'homme. Et c'est pour ça que je les appelle les premiers abolitionnistes pour moi, ce sont les nègres marrons sur le terrain. Puisqu'ils oublient, ils défendent les droits de l'homme. Voilà. Et je voulais aussi rappeler qu'il y a eu des nègres marrons dans Paris. C'est pour nous souvenir des combattants qui ont créé le mouvement de la négritude, qui ont lancé les congrès du monde noir, la revue du monde noir, la revue Présence africaine, Césaire, Alioune Diop, Sangor, oui, bien sûr. Aimé Césaire. Aimé Césaire, oui. Oui, c'était quand même une cinquantaine à l'époque. Voilà, hein. Nous devons nous situer dans tous ces combats, reprendre conscience de tout ce mouvement historique, qui est tout simplement un mouvement humain. Le refus, ou la soif de dignité, la soif de reconnaissance, la soif de se poser en tant qu'être humain, ni plus ni moins. C'est ça. Et hier, non, c'était samedi, nous étions à Faisin dans le cadre de la fête de l'Europe et ils ont le prix
Boganda depuis plusieurs années et Christine a été la première à recevoir ce prix et moi le dernier, donc depuis samedi dernier. Et j'ai tout simplement rappelé 3 mots en langue sango. Zokwezo, c'était la devise du président Boganda, qui est un grand combattant de la liberté contre la colonisation et combattant aussi de l'unité africaine. Zokwezo qui veut dire tout simplement, enfin très profondément, en langue sango, un homme est un homme. C'est-à-dire un être humain est un être humain. Et que les droits humains ne sont pas, sont indivisibles. Voilà, voilà. Non, mais je suis assez contente et assez quand même perplexe parce qu'il y a des choses que vraiment, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas. Parce qu'on connaît plutôt toujours les mêmes marrons ou marronnes, mais jamais ces noms-là sont sortis. Alors moi, quand tu dis qu'il y a des Africains qui sont pas venus en esclavage, mon grand-père, quand je regarde la généalogie, il n'est pas venu en esclavage et il s'appelait Romba. C'est un cultivateur africain qui est arrivé pour partir dans le canal du Panama chercher son frère. Et comme les bateaux à cette époque prenaient beaucoup de temps, alors il est resté à la Martinique. Et à la Martinique, il s'est marié avec une Martiniquaise. Mais il n'est pas venu en esclave. Parce qu'on ne trouve pas, et puis il a acheté des terrains et tout ça. Alors c'est pour te dire que l'histoire, quelquefois, est bafouée parce qu'on ne connaît pas bien et puis on reste sous des idées. Mais c'est vrai, on est là tous en Afrique, alors je ne veux pas dire que c'est pas africain. Mon grand-père c'était un Romba, alors plus personne de l'autre côté. Et puis il y a l'histoire, il y a l'histoire de Béanzin qui arrive à la Martinique, le roi Béanzin. Oui, le roi Béanzin. Alors ce qui fait qu'il faut qu'on cherche à savoir, à présent que nous sommes éclairés, il y a des médias, il y a des livres, il y a tout ça, c'est bien de faire l'instruction de nos enfants. Et merci pour... c'est moi qui vous remercie. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé ce thème, on me disait, mais même les personnes du comité de la mémoire suicidées, que de personnes qui sont arrivées dans les Amériques. Tellement les gens refusaient cet état de fait. On ne peut pas accepter. De révoltes, carrément, des combats terribles qui sont décrits par un certain nombre d'historiens sur les bateaux. Voilà. Qui ont entraîné que certains bateaux ont fini tout simplement. Voilà, ils ont fait des naufrages. Des combats acharnés. Voilà. Donc, et malheureusement, l'esclavage et la traite, pas forcément négrière, mais elle existe encore. Aujourd'hui, c'est un constat aussi de dire que l'homme, l'homme vend les hommes, vend les femmes, a toujours un but lucratif. Ce n'est jamais un but d'éduquer l'autre ou de lui donner la même religion que nous parce que c'est mieux pour lui. Non, c'est toujours un but lucratif. C'est ça quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ça. Donc il y aura toujours des esprits barons. Ça va jamais se terminer, ça. Voilà, ça va jamais se terminer. Il faut comprendre aujourd'hui que nul n'est légitime pour cette cause, que ce soit l'Africain ou aujourd'hui les Outre-mer, on est tous dans le même bateau. Concernant cette histoire d'esclaves, on est tous dans le même bateau. Jacqueline disait tout à l'heure qu'elle ne voudrait pas vraiment accepter quand Christine disait qu'effectivement il y en a qui n'acceptaient pas les Africains, etc. Mais c'était une vérité à l'époque. C'était une vérité à l'époque, effectivement. Parce que moi à chaque fois qu'on fête le 10 mai, moi ça me rappelle toujours cette période-là, il y a plus d'une vingtaine d'années, quand on était à la fac. Et j'étais toujours avec une copine qui était martiniquaise, mais qui savait pas que moi j'étais béninois. Tant qu'elle ne savait pas, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour on était à un concert à la Guillotière là-bas, et puis pendant l'entracte on a rencontré un autre béninois avec qui j'ai commencé à parler le béninois. Voilà, et du coup après il me dit, mais tu parles quelle langue là?
Oui, mais je parle de béninois. Et là, il me dit, j'étais béninois alors. Ah ben là, tout a changé. Vous vous rendez compte, c'est Voilà. quand même dommage. Ça a changé. Puisque si elle avait déjà votre amitié, Voilà, c'est pour lui, ça peut jamais marcher parce que c'est ses parents ridicule. L'éducation, Voilà, c'est- ses parents Ouais, ne l'accepteront l'éducation, pas. ouais. c'est Ouais, ouais. l'ignorance, l'ignorance. Et du coup, moi, j'ai refait l'histoire du Bénin avec mes enfants dernièrement. Et il faut savoir que ce problème d'esclavage, ça a même séparé le nord et le sud du Bénin. Ah, sincèrement. Ah ouais. Depuis des siècles, il y en a qui continuent de se battre pour cette cause-là. Hein? Et il y a certains qui accusent les autres comme quoi ils ont vendu leurs parents, etc. Hein? Et quand vous allez dans des maisons, il y a des représentations des gens qui sont partis. On les appelle les anciens. Il y en a qui font partie, donc parmi les familles, même il y a histoire d'esclavage, on va dire. Ceux qui sont des vrais autochtones, on les symbolise par un totem. Et les autres, c'est-à-dire des descendants même des esclavagistes, parce qu'il y a eu à des moments donnés, il y a eu des frottis-frottants, des trucs là. Donc, eux, ils sont symbolisés par autre chose. Donc, dans une même coupe, vous pouvez avoir. Ah oui. Voilà, donc c'est Ouais, pas. donc c'est un peu de. Voilà. Ouais. Donc, On demande du travail, quoi. voilà, Oui, donc oui. Africa 50, il y a des années, a essayé de réunir tout le monde pour parler de la même cause. Mais il y en a qui disent qu'ils sont plus légitimes que d'autres, sincèrement. Mais je trouve ça aberrant parce que quand on fait ça, les gens nous regardent. Hein, les colons continuent de nous regarder et disent, mais voilà, ils se battent toujours entre eux, ils n'ont pas encore compris le. Ouais, le puis message. faut se dire quand même, on a un cœur. Moi, je me dis, l'alarme, quand quelqu'un pleure sur cette planète, ça symbolise tout. Tout le monde comprend. Quand quelqu'un sourit, tout le monde comprend. On a tous un cœur, on a tous le même sang rouge. Donc à un moment, il vaut mieux voir les points communs qu'on a que toujours chercher les différences. Et puis ces différences qui sont là juste pour écraser, pour prendre le pouvoir encore une fois sur l'autre. Donc c'est vraiment, ça aide pas quoi. À un moment, chacun a son intelligence. Tout le monde est intelligent, tout le monde a un esprit critique. Voilà, il n'y a pas de raison de. Je voulais vous féliciter. Voilà, parce chacun a que- une valeur. À nouveau, je voulais vous féliciter. Bon, vous avez plein de félicitations aujourd'hui. Ah oui, Parce qu'à aucun moment dans votre discours, on sent une sorte de haine, de revanche. Ah jamais, parce Jamais. que De je ne me ressentiment. permettrais pas. Et ça, je crois que c'est vraiment, Non. vraiment intéressant. Parce que dans le monde dans lequel on est, où il y a des tensions de part et d'autre, hein, on a vu les dernières élections présidentielles, il y en a qui profitent d'un discours de haine, de Oui. repousser l'autre. Et puis, il ne faut pas se leurrer, hein, de toutes les parts, ça existe. Il y a de tous les côtés, il y a cette haine-là, et là, on ne le sent pas du tout. Donc, vraiment, c'est intéressant parce que je pense que pédagogiquement, c'est très intéressant quand on prend les choses de la sorte. Parce que si on vient, ouais, ils nous ont vendu, ouais. Du coup, on est dans la Mais non, parce passion, qu'on le dans sait qu'ils l'émotion. nous ont vendu. Et je veux dire, si je suis tellement dans ce sujet-là que j'aurais très bien pu aussi vous présenter des marrons qui étaient des gourous pour d'autres marrons. bien sûr. Mais oui. Il y a ça. mais C'est-à-dire que le marron qui arrive à tenir des hommes pendant 50 ans, Là, c'est 20 bien. ans, lui-même, il devient gourou. On dit il était craint. Vous allez peut-être tomber sur des nègres marrons où ils étaient des tyrans. Ouais. Mais c'était la personnalité de la personne. Et ça existait. Après, il a peut-être tenu son clan pendant 20 ans. Mais les autres qui étaient dans ce clan, c'était par peur. Alors c'est soit le champ de canne, soit le tyran. Parce que je dis ça parce Mais que par ça exemple, ça sur existe. Napoléon, Bien sûr, on ça a vraiment existe. on a cette partie de la France qui dit que c'est un grand personnage. Donc Ah. sa part sombre, il ne faut pas trop la voir. Oui. En revanche, quand on parle de Pétain, Pétain qui a été un grand personnage à l'issue de la Première Guerre mondiale, il est aux oubliettes parce qu'on dit on ne prend que la part sombre. Il a Donc des fois, trahi. il y a des choses qu'on ne comprend pas comme ça. C'est bien quand même dans la manière dont vous expliquez, c'est des faits. Vous expliquez, vous parlez Oui, des faits, pas voilà. d'analyse, pas d'émotion, pas de Ah non. d'interprétation, c'est Ah des non. faits point barre. Non, Moi, non. je crois que c'est comme ça qu'on doit arriver. Et ce que je reproche dans ce pays, moi je suis dans l'éducation nationale aussi, et ce que je reproche dans ce pays, c'est qu'on ne veut pas voir la vérité, mais on veut enseigner une vérité. Une vérité Ben, qui c'est celle de ça, l'institution. et c'est pour ça que ça ne rassemble Ça ne pas. rassemble pas. Parce que vous pouvez très bien me dire, ben non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. bien sûr. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est pas pour autant
que le débat n'est pas là, qu'on va pas continuer à discuter. Vous avez tout à fait le droit de... Moi, je connais une dame de la Martinique, elle est indienne, et son mari, toute sa lignée de son mari, c'est des Français militaires. Vous savez, en Martinique, tous les 3 ans, les militaires, ils changent d'île, ils vont 3 ans là, 3 ans là. Bon, elle et sa sœur se sont mariées avec des militaires. Mais elle déteste les nègres marrons, parce qu'on sait aussi que les nègres marrons prenaient des femmes de force. Puisque c'est des hommes, ils sont dans les forêts, ils fuient. Eh ben, c'est des indiennes aussi certainement. Alors pour ça, elle est complètement... Je peux même pas lui parler du sujet, puisque ça la touche. Elle me dit, mais tu te rends compte, mes arrière-grand-mères se sont fait violer tous les jours, quoi. J'ai dit, oui, c'est sûr, mais le maître aussi, il violait tous les jours les négresses. Donc, dans l'histoire, c'est toujours la femme qui est perdant, quoi. Mais bon, mais c'est vrai qu'il faut pas avoir de parti pris, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, mais la jeune génération africaine actuelle, ils se foutent bien de tout ça, c'est dommage. Il y a des ressentis par rapport à nous, on ressent maintenant des choses, mais nos enfants qui sont nés ici, c'est pas du tout... Moi, ma fille, elle a 17 ans, elle ne peut pas m'entendre parler de ça. Hein. Elle, c'est le Japon à fond. Ah ouais. Ah, bah, les mangas, le Japon. Si je lui dis nègre marron, Afrique anti, elle me dit stop, ça va. Peut-être qu'il faut un peu de maturité, peut-être, je me dis, pour entamer ce genre de questions. Comme vous dites, ne pas être dans l'émotion, prendre vite du recul. Parce que des fois, on peut chercher et puis trouver des choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est pas que ça nous plaît ou pas, c'est comme ça. Faut accepter. Ils savent. Donc peut-être qu'ils n'ont pas encore assez de recul. Si on va profiter au moins de regarder un peu l'exposition, on peut peut-être manger autour d'un verre. Oui, je voulais faire une proposition. Bon, mais ça s'est bien passé, voilà. Oui, oui, c'était bien. Oui, je suis satisfaite. Belle histoire des nègres marrons. Ah ouais, belle histoire, et puis surtout d'une histoire qui continue.